Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Aujourd'hui, en compagnie de Natacha Dargy, nous entamons une visite de l'ADN pour comprendre une déformation de la valve aortique du cœur. Nous espérons reconstruire cette même valve grâce au génie tissulaire et à Catherine Tremblay, et Dimitri Pagiendou Yenchare nous permet d'en savoir plus au sujet du droit des communautés locales et autochtones sur leur savoir traditionnel. Bonjour, je m'appelle Natacha Dargy, je suis étudiante à la maîtrise avec mémoire en médecine expérimentale à la faculté de médecine. Mes travaux portent sur la bicuspidie valvulaire aortique, qui est une pathologie de la valve aortique du cœur, finalement. Puis cette valve-là sert à éjecter le sang dans la circulation sanguine à chaque fois que le cœur bat. Et les causes de la maladie sont toujours inconnues. Puis mon hypothèse, c'est que la maladie se transmet de façon génétique. Puis donc, elle a des origines génétiques, justement. Il faut savoir qu'une valve normale, chez un patient qui n'est pas atteint de la maladie, leur valve aortique a 3 feuillets qui vont s'ouvrir puis se fermer à chaque fois que le cœur bat pour laisser le sang aller jusque dans la circulation sanguine. Mais chez les gens qui sont atteints de bicuspidie, leur valve a seulement 2 feuillets. Puis ça entraîne une panoplie de complications médicales par la suite. Souvent, les patients ont beaucoup plus de risques de développer ce qu'on appelle des endocardites bactériennes. C'est comme des inflammations de la couche intérieure du cœur qui comprend les valves. Et aussi, on voit souvent leur aorte qui est dilatée, donc est anormalement grande au niveau de son diamètre. Et éventuellement, ça peut rupturer, faire une déchirure du vaisseau sanguin. Puis évidemment, c'est une complication qui est très dangereuse. Mais souvent, ce qu'on va voir, la majorité des patients atteints de bicuspidie ont des dépôts de cristaux de calcium sur les feuillets de leur valve. Ça va rigidifier la valve, puis ça va l'empêcher d'ouvrir puis de fermer correctement finalement. Et puis ça va causer tout plein de complications à long terme. Les gens qui sont atteints de bicuspidie n'ont pas une valve qui est optimale pour fonctionner de cette façon-là, puis en plus, on leur demande un effort incroyable. Puis, donc, on pense que où la solution se trouve, ce serait vraiment dans le stress mécanique, là. Ils vont être de plus en plus essoufflés, ils vont être même étourdis. Puis juste de faire des tâches banales comme d'aller chercher le courrier ou de monter les escaliers, pour eux, ça devient difficile parce que leur valve est tellement calcifiée, tellement rigide, qu'elle a de la misère à s'ouvrir puis à se fermer pour laisser passer le sang. On doit absolument opérer les patients à cœur ouvert pour remplacer leur valve parce qu'elle ne fonctionne vraiment plus. C'est la malformation congénitale, donc qui est présente à la naissance, qui est la plus fréquente dans la population. Chacune des chirurgies coûte ici environ 75 000 $ au système de santé québécois. Et le nombre de ces chirurgies-là est à la hausse. La durée de vie d'une prothèse n'est pas infinie. Une prothèse mécanique va durer jusqu'à environ 20 ans si tout se passe bien chez le patient, s'il n'y a pas d'autres problématiques, alors qu'une prothèse d'origine biologique va durer à peu près 10 ans. Le patient a besoin de prendre des anticoagulants pour le restant de sa vie. Puis aussi, il y a toujours un petit cliquetis, un petit clic qui va se faire entendre à chaque fois que la valve va s'ouvrir puis va se fermer. Puis des fois, les patients trouvent ça pas très intéressant puis un peu dérangeant. On ne connaît pas les causes de la maladie, aucunement. On voit comme une agglomération de cas dans une même famille, ce qui pourrait nous laisser penser que ça se transmet de façon génétique. Notre hypothèse, c'est de se dire que certaines erreurs dans l'ADN, certaines mutations, vont augmenter la susceptibilité de développer la maladie. Le séquençage, ça détermine l'ordre de la séquence de l'ADN d'un individu. Donc, l'ADN est composé de 4 types de ce qu'on appelle des bases, qu'on va appeler A, T, C et G. Ces bases-là vont faire au final une très très longue séquence de 3 milliards de bases composées de ces 4 bases-là insérées dans un certain ordre. On peut séquencer seulement certaines régions de l'ADN qui nous intéressent ou on peut aussi séquencer la totalité du génome d'une personne. La quantité d'ADN par patient qu'il faut pour faire le séquençage puis le génotypage, c'est surprenamment petit.
En fait, pour le séquençage, ça avait pris quelques microlitres, donc 10 à la moins 6 litres de volume d'ADN, donc une fois qu'il avait été extrait du sang et tout ça, pour faire le séquençage. Pour ce qui est du génotypage, ça en prend encore moins. Certaines manipulations vont exiger de réaliser les étapes dans un ordre particulier et de respecter certains temps, justement parce que si je les respecte pas, je vais tout perdre. Puis l'ADN des patients que j'ai extrait du sang est tellement précieux, j'ai quelques centaines de patients. Donc si au final, dans une manipulation, j'ai mal respecté une étape, je peux avoir complètement tout perdu l'ADN qui est extrêmement précieux. Tu sais, c'est des patients qui ont donné leur temps, qui ont généreusement accepté de participer à la recherche. Dans mon projet de recherche, j'ai un total de 350 patients qui ont la maladie et 450 patients qui n'ont pas la maladie pour pouvoir faire des comparaisons entre les deux groupes. Le séquençage nouvelle génération est très coûteux. Donc, on ne pouvait pas séquencer toutes les régions d'intérêt que je voulais vérifier. Chez les 350 patients, ça aurait coûté une petite fortune. Donc, on a sélectionné un sous-groupe de 48 patients. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de, par la suite, sélectionner les mutations que l'on veut génotyper. Et alors là, au génotypage, on inclut les 350 patients qui ont la maladie et les 450 qui ne l'ont pas. On a découvert quelques mutations complètement nouvelles, donc jamais identifiées auparavant, que ce soit dans la bicuspidie ou dans une autre maladie. Et puis, on a des mutations qui sont évaluées comme étant potentiellement dommageables chez l'humain. Donc, ces mutations-là nous intéressent. Oui, c'est celles-là qu'on veut tenter d'étudier plus en profondeur chez plus de gens aussi. Il y a beaucoup de bases de données de séquençage qui sont accessibles au grand public gratuitement. Évidemment, c'est complètement anonyme. Puis je pense entre autres au 1000 Genomes Project. Ce sont simplement des échantillons des groupes de patients, donc de différentes origines ethniques, que ce soit des Afro-Américains, que ce soit des Asiatiques, des Européens, des Américains. À partir de ce moment-là, on peut voir à quelle fréquence toutes les mutations du génome en entier se retrouvent dans soit complètement l'échantillon total ou dans les différents groupes d'origines différentes. C'est sûr que ultimement le but d'en savoir plus sur la composante génétique de la bicuspidie, ce serait d'identifier des cibles potentielles qui pourraient servir de thérapie ou d'agents thérapeutiques pour ces patients-là, quand je pense surtout à la calcification de la valve, hein, parce qu'en soi, la bicuspidie, on est avec, puis c'est pas vraiment possible avec des traitements pharmacologiques d'aller rendre la valve à 3 feuillets quand on en a 2 au départ. Donc, ce serait surtout pour cibler les complications qui sont associées à la maladie, qui n'ont pas de traitement. Est-ce que ça se transmet de façon génétique finalement, ou est-ce qu'on a lieu de poursuivre cette avenue-là? Et puis, éventuellement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on puisse confirmer ou infirmer l'utilité d'implanter un programme de suivi médical étroit pour les familles qui sont à risque. Parce que si ça se transmet de façon génétique, on est mieux de suivre de façon très rigoureuse les proches au premier degré d'une personne qui est atteinte parce qu'ils pourraient la développer aussi.